Alors nous avons réuni aujourd'hui un échantillonnage de représentants des châteaux d'Île-de-France qui poursuivent des activités diversifiées et assez symboliques de la conservation du patrimoine en France. Alors je vais commencer par Jean de Hittur qui est à ma droite, qui a le magnifique château d'Anel, le château de Diane de Poitiers, qui est un des plus célèbres de France et qui a été construit par Philibert Delorme. Il en parlera tout à l'heure, bien sûr, mieux que moi. Nous avons ici Paul et Annabelle de la Padouse qui ont transformé leur château de Thoiry en un parc animalier et qui présentent 4 siècles d'histoire de leur famille à Thoiry. Et tout de suite à côté de moi, Jacques de Bria, qui a le château de Mauvière, situé également en Île-de-France, qui est un château de l'époque Louis XV, tout à fait raffiné et charmant, dont il parlera tout à l'heure. Je crois que nous pouvons monter au premier étage. Il faudrait peut-être que vous nous preniez comme ceci. Voilà, alors il est visible. Bon, nous allons commencer peut-être par parler du cas du château de Thoiry, qui est sûrement de nous tous ici présents celui qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs, à la fois en Île-de-France et même en France, je crois, le numéro 1 des châteaux privés. Et nous avons la chance d'avoir donc Paul de la Padouse et son épouse Annabelle. Et j'aimerais peut-être, Paul, que tu présentes un peu simplement Thoiry. Au fond, pourquoi, première question, pourquoi as-tu décidé de mettre des animaux dans le parc et de faire de Thoiry la première réserve africaine en Europe, finalement? Nous tous ici, nous avions le même problème de ces maisons ancestrales qui appartiennent à nos familles depuis toujours et l'évolution économique nous permettant pas de les entretenir plus longtemps. Alors, chacun d'entre nous a trouvé une solution originale, car en antériorité, Annette avait déjà tourné des films depuis très longtemps. Elle s'était très spécialisée au départ là-dedans, indépendamment de la simple ouverture au public. Les réceptions comme chez le comte de Bria, ou toi-même, les personnages de Cire et les réceptions, nous avons tous des formules à trouver. Il fallait trouver quelque chose. Pour Thoiry, je souhaitais, car les jardins sont très importants et l'entretien des jardins est très lourd, je souhaitais une attraction qui mette en valeur le site sans le détruire. Il y avait deux solutions possibles, soit les attractions en jeu pour enfants, ce qui aurait détruit le cadre, et ce qui se démode très vite. Parce que je crois que dans nos châteaux, où il y a des meubles, des vieux arbres, des choses anciennes qui ne se démodent pas, qui prennent de la valeur avec le temps, un meuble, une archive, un arbre, plus le temps passe, plus ça a de la valeur. Il faut trouver des attractions, des animations qui, elles aussi, prennent une valeur culturelle avec le temps. C'est pour ça que j'ai pensé mettre des animaux. Comme nous avons la chance d'avoir un grand territoire, c'est là où j'ai imaginé de mettre les règles, de mettre des animaux en semi-liberté. Bien, cher Paul de la Padouse, je vous remercie. Alors je vais peut-être maintenant me tourner vers Jacques de Bria. Nous allons changer un peu de région. Nous étions à Thoiry, à 45 km de Paris. Nous allons venir vers la vallée de Chevreuse. Chevreuse, une région d'ailleurs où se situe Breteuil. Et le château de Mauvière, Jacques, que vous possédez, a été la propriété de Cyrano de Bergerac. Alors première question que je vous poserai, puisque Cyrano est un personnage très populaire, quel est exactement le lien et quand Cyrano a-t-il vécu à Mauvière et qu'est-ce que Cyrano a fait à Mauvière? Quel est le lien entre Cyrano et Mauvière? Cette propriété qui n'est pas un château au même titre que tous les châteaux dont on parle en ce moment, qui est plutôt une grande gentilhommière, a été effectivement la propriété de Monsieur de Cyrano, grand-père du poète du XVIIe. Et le jeune Cyrano y a passé toute sa jeunesse, étant né à Paris et mort dans la région parisienne, a passé toute sa jeunesse à Mauvière, y a fait ses études primaires. Cyrano était seigneur de Mauvière. Et le père de Cyrano était seigneur de Mauvière. Et de Bergerac, car un des fiefs de Mauvière s'appelait Bergerac. Et c'est comme ça que Monsieur de Cyrano, poète, quand il est rentré dans les gardes de Carbon de Casteljaloux pour se donner un petit air gascon, parce que Carbon de Casteljaloux n'embauchait que des Gascons dans ses gardes, s'est fait appeler Monsieur de Cyrano de Bergerac.
du nom de la terre d'à côté. Est-ce Et qu'il pas y a- du tout de Dordogne comme on le croit. Est-ce qu'il y a encore des souvenirs de Cyrano, Il y du a poète à encore Mauvière? Est-ce un que vous possédez souvenir, il y a dans les archives l'acte de vente de Cyrano, signé par Monsieur de Cyrano père, à Monsieur Balestrier, illustre inconnu et successeur de Monsieur Cyrano. Mais il n'y a pas vraiment de souvenir tangible. Tangible. Et entre le Cyrano décrit par Rostand et le vrai Cyrano, si vous aviez d'un mot à faire les différences, d'après ce que vous savez de Cyrano, est-ce qu'il correspond au personnage de Rostand? Est-ce qu'il est très C'est différent de lui? exactement le Cyrano de Rostand est exactement le Cyrano de la réalité. Très bien, Jacques de Briard, je vous remercie. Alors je me tourne maintenant vers le représentant, si je puis dire, de Diane de Poitiers, puisque, cher Jean de Hitturg, vous êtes le propriétaire du château d'Annette, qui est bien sûr lié intimement au souvenir de Diane de Poitiers. Alors j'aimerais que vous nous disiez finalement, nous parliez de Diane et au fond des liens entre Diane et le château d'Annette. Quand y a-t-elle vécu? Quels sont les travaux qu'elle y a fait? Et je crois qu'il faudrait évoquer le souvenir de Diane d'abord à Annette. Alors Diane est née en 1500 avec le siècle. Elle est née le 31 décembre 1499. Certaines personnes disent qu'elle est née à 2 heures du matin, donc ça elle serait dans l'autre siècle. Et elle est morte en 1566 à l'âge de 66 ans. Ce qui est pour l'époque était absolument, ce qui serait pour maintenant une centenaire, largement centenaire. Alors c'est une femme qui était née dans une grande famille, riche, et qui a été élevée tout à fait dans le pourtour de la cour. Puis elle s'est mariée avec un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui s'appelait Louis de Brézé. Et ils ont vécu ensemble assez longtemps. Ils ont vécu ensemble pratiquement, je crois, 35 ans. Et au cours de cette vie, elle a rencontré le roi Henri II, qui lui avait 20 ans moins qu'elle, et qui, à l'âge de 13 ans, est devenue son amant. C'est plutôt elle qui est devenue la maîtresse donc d'Henri II. Elle était la première maîtresse. Elle était la première maîtresse d'Henri II, absolument. Et elle est restée la maîtresse d'Henri II jusqu'à la mort du roi, qui est mort, comme vous le savez peut-être, dans un tournoi à cheval, où le haume de son armure s'est ouverte et il a reçu la pique en bois dans l'œil, dans la tête, qui l'a tué en 3 jours. Alors à la suite de ça, Diane a pris le veuvage, l'habit noir et blanc, et elle est restée veuve jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire jusqu'en 1566. Alors le roi, du temps de leur liaison, a chargé Philibert de Lorme de construire une demeure royale pour sa maîtresse, et c'est en 1547 exactement qu'ont commencé les travaux d'Annette, et ça s'est terminé dans l'année 49, fin 49, début 50. Alors le roi a confié la construction du château à la même personne qu'à Thoiry, c'est-à-dire à Philibert de Lorme, qui avait à cet âge, il avait 23 ans, donc en 47, il avait 23 ans, il était en Italie, il était avec le cardinal du Bellay, et le roi Henri II l'a fait revenir en France pour construire Annette. Alors Annette est une maison qui est d'influence très italienne. Dire peut-être un mot de Breteuil maintenant. C'est moi qui... Alors c'est peut-être Jean Alors, qui va l'interviewer. Et après, ce que je propose, c'est qu'on fasse une interview du prince de Beauvau, donc président de la mairie historique. Et là, je souhaiterais ne pas être seul, je souhaiterais qu'il soit face à un panel de 3 personnes. Et que vous... Oui, je suis très intimidée et voudrais, Henri François, que vous puissiez faire le lien avec Fleur de Monsieur Oui. pour, comment sourire de femme dans une maison. Oui, mais ça, on pourrait peut-être en parler à la fin de mon interview et avant de passer la parole à Voilà, Marc c'est de cela, oui. Beauvau. Puis laissez Parlez. 5 minutes aux journalistes pour qu'ils puissent prendre des photos, le photographe. Oui. Tout à l'heure, on a tous présenté nos différentes maisons. Je crois que le seul qui a été oublié, c'est Breteuil. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais te poser la première question, qui est du miracle que vous avez réussi à Breteuil.
Breteuil est un cas absolument unique pour nous au niveau du tourisme. Vous avez, dans les dernières années, réalisé quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu le départ, quand vous avez repris Breteuil, qu'est-ce que vous en avez fait, et que tu nous parles aussi un peu de l'histoire de Breteuil, qui a été très longue. Eh bien, je crois que miracle est peut-être un mot un peu fort. Disons qu'il y a eu un peu une résurrection de Breteuil. En effet, puisque nous l'avons repris, ma femme et moi, il y a une dizaine d'années, Breteuil était en mauvais état, puisqu'un champignon avait dévasté les boiseries et les planchers. Et nous avons voulu, donc ma femme et moi, essayer de le ressusciter, de lui donner une affectation conforme à notre époque. Et pour ce faire, nous l'avons ouvert assez vite d'ailleurs au public, et nous y avons organisé des réceptions. Je crois que si, disons, ces efforts que nous avons fait l'un et l'autre ne sont explicables, mais je crois que c'est le cas de tout le monde ici présent, que par la passion qui nous lie au monument dont nous nous occupons, qui fait qu'on fait beaucoup de sacrifices et que l'on met beaucoup d'idéal dans l'action que l'on peut avoir. Et je dirais que dans le cas de Breteuil, cette passion était renforcée par l'attachement familial, puisque Breteuil, depuis sa construction, a toujours été la propriété des Breteuil. En quelle année a été construit Breteuil a été construit, en fait, la première étape de la construction est de 1604. C'est l'étape principale de la construction architecturale. Au XVIIIe, il y a eu des travaux de décor importants, avec l'apport de boiseries et de mobilier. Et mon grand-père, dans les années 1880 à 1900, a fait déjà, lui, une première très grande restauration, beaucoup plus grande que celle que nous avons entreprise il y a 10 ans, car le château, à l'époque, justement, a gagné en dimension, les jardins ont été restaurés, donc il y a eu 3 phases, 1610, 1750, 1880. Mais c'est une demeure qui a toujours été dans la famille, ce qui fait que chaque objet, que chaque meuble, que chaque souvenir historique qui s'y trouve, eh bien, il évoque un membre de la famille. Et c'est un peu l'image que nous voulons donner aux visiteurs, celui d'une demeure familiale à travers les siècles. Nous allons continuer notre panorama de la France des châteaux en accueillant le prince de Beauvau-Craon, qui va d'abord nous parler de son château, qui est le château d'Arouet, qui se trouve à 28 km de Nancy. Alors, cher prince, j'aimerais que vous nous disiez d'abord quand ce château a été construit et par qui. Je sais qu'il est dans votre famille depuis sa construction, j'aimerais que vous nous le précisiez également. Cette demeure a été édifiée en 1719 par Boffrand, qui était l'architecte des ducs de Lorraine, et auquel on doit le palais de la Malgrange, aujourd'hui hélas détruit, mais celui de Lunéville qui subsiste, et l'hôtel Beauvau, aujourd'hui le tribunal à Nancy, cour d'appel, qui a servi du reste de modèle aéré quand celui-ci devait construire pour le roi Stanislas, devenu duc de Lorraine, devait construire la place Stanislas. C'est d'ailleurs le seul élément, château d'Arouet, le seul élément, ou un des seuls, il ne faut jamais dire le seul, mais un des seuls qui a été construit au XVIIIe, mais qui se trouve élevé sur une base médiévale. Il y a eu une première demeure au XIIe siècle, une seconde demeure, le château des Bassompierre, au XVIe siècle, et Boffrand, venant sur place, la maison ayant été inhabitée pendant 80 ans, a dit, celle-ci étant très fort caduque, il faut en construire une moderne, et c'est celle que vous voyez aujourd'hui. Le premier propriétaire d'Arouet s'appelait Marc de Beauvau. Exactement. C'était mon arrière-grand-père. C'est le premier prince de Beauvau. Il fut le premier prince de Beauvau. Et vous êtes, vous, le Et je suis le 7e prince de Beauvau. Il a été fait prince par Marie-Thérèse, car c'est lui qui avait en quelque sorte envisagé le mariage, et du reste le mariage a eu lieu, du dernier duc de Lorraine avec Marie-Thérèse, et c'est la raison pour laquelle les Habsbourg s'appellent Lorraine-Habsbourg, et du reste Otto, l'archiduc Otto, signe de cette manière. Quelle fut l'histoire après ça d'Arouet au fil des années, enfin d'une manière très brève jusqu'à peu près maintenant? Arouet a eu des périodes fastes et des périodes un peu tristes. Je vous l'ai dit, la maison actuelle a été construite après 80 ans d'abandon. Mon arrière-grand-père devait y résider, ainsi que son père, mais ensuite, il y a eu
difficulté une succession un peu compliquée, et la maison actuelle a été mise en vente pour devenir une brasserie. Fort heureusement, ça ne s'est pas réalisé, car la grande-tante, marraine de mon père, l'a acheté, et c'est ainsi que Haroué est revenu à la branche aînée de la famille. Le mobilier d'Haroué, surtout un mobilier du XVIIIe siècle, je crois. Quels sont les plus beaux objets d'Haroué? Alors, il y a une suite de tapisseries, les seules tapisseries en France d'une manufacture qui a fonctionné 30 ans, manufacture de la Malgrange. Les autres tapisseries faites à la Malgrange étant parties à Vienne au moment où les ducs de Lorraine sont devenus empereurs d'Autriche. Il y a à côté de cela des consoles de la construction même de la demeure, datant, enfin du mobilier même de la construction de la demeure, et il y a une table dont le dessus est en pierre dure, ainsi qu'un coffret en pierre dure qui furent donnés par les Toscans à Marc de Beauvau lorsqu'il était vice-roi de Toscane. Comment est-ce qu'il était vice-roi de Toscane? À la suite de ce que vous savez, l'échange de la Lorraine et de la Toscane. Le restant du mobilier est un mobilier royal, provenant de Saint-Ouen et qui avait été donné par Louis XVIII à Madame Duquesla, mère de la marraine de mon père. Le tourisme à Haroué a commencé à peu près en quelle année? Le tourisme à Haroué a commencé après la guerre avec quelques visiteurs. Vous parliez tout à l'heure de visiteurs peu nombreux qui étaient venus à Annette. Je dirais que ce fut la même chose pendant un certain nombre d'années. On variait entre 200, 300 à 1000 visiteurs, ce qui était le couronnement et qui pourrait être comparé actuellement aux 600 000 visiteurs de Chenonceau.